session. Alors, je vous avoue que c'est un exercice un peu particulier que de parler à des étiquettes noires, mais je vais m'y efforcer et je serai ravie de pouvoir entrer en dialogue avec vous lors des temps d'échange. Donc, merci également au SNUIP de m'avoir fait confiance pour animer cette session, puisque, pour situer un peu mon point de vue, cela me semble être d'un enjeu majeur. Et je vais vous donner une anecdote qui permet d'éclairer effectivement l'ambition qu'il peut y avoir dans le fait de se coltiner la question du genre à l'école. Donc, alors que j'intervenais dans le cadre professionnel auprès des enseignants et auprès des élèves à travers l'animation d'ateliers dans les écoles sur le genre et l'égalité, lors d'une réunion à l'académie à laquelle j'appartenais, un inspecteur me fait valoir, quand je présente nos activités, qu'à agir ainsi, nous allions certainement ébranler les piliers de la civilisation. Et je vous avoue que sur le coup, ça m'a un peu déroutée, mais c'était il y a une quinzaine d'années. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il aurait fallu à ce moment-là que je puisse lui répondre oui, effectivement, c'est tout à fait notre intention d'ébranler les piliers de cette civilisation. Autrement dit, du régime patriarcal, ou autrement dit encore, de la domination masculine qui la traverse. Donc, effectivement, dès lors qu'on considère l'école et le genre, il faut essayer de voir quel est notre projet, quel est notre positionnement et pourquoi s'engagerait-on ou pourquoi ne s'engagerait-on pas dans cette question. Je vais construire mon intervention, mon propos en trois parties. Donc, la première pour vous présenter quelques éléments conceptuels et un cadrage théorique qui permet aussi de comprendre dans quel sens j'ai orienté mes recherches. Un deuxième temps dans lequel je prendrai uniquement un exemple parce qu'il s'agira d'un temps de 10 minutes, donc je ne pourrai pas aller au-delà, mais un exemple pour illustrer ce que j'entends par l'actualisation et l'imbrication des rapports sociaux dans l'espace scolaire. Et puis un troisième temps qui sera davantage dédié à la réponse ou aux réponses multiples qu'on peut apporter à la question de savoir ce qu'on peut faire quand on est un enseignant à l'école primaire sur cette question. Bien. Alors, il va falloir que je mette en route l'écran partagé pour démarrer. Je vous demande un tout petit instant pour pouvoir faire cette manipulation, puisque je vais utiliser un PowerPoint qui va me permettre d'illustrer certaines choses. Donc, voilà. Vous pouvez me confirmer simplement que l'écran partagé est bien activé? Oui, oui. OK. D'accord. Alors, pour commencer, pourquoi l'école est un enjeu, ou plutôt l'espace scolaire, est un espace absolument fondamental en ce qui concerne la question du genre? Eh bien, parce que, comme le dit Foucault, tout système d'éducation est une manière politique de maintenir ou de modifier l'appropriation des discours avec les savoirs et les pouvoirs qu'ils emportent avec eux. Ce que nous dit Foucault avec cette définition, c'est qu'il n'y a pas de savoir, c'est que le savoir n'est pas neutre par lui-même. Il est toujours constitué dans un temps dédié, hein. Donc il est toujours à historiciser d'une certaine manière, et il est toujours aussi à constituer dans un espace politique, le savoir. Donc, par ce fait même, par le biais de sa constitution, par son épistémologie, par la manière dont il est légitime ou illégitime, selon les périodes, il emporte avec lui du pouvoir. Il emporte le pouvoir de signifier, le pouvoir de rendre compte du réel, le pouvoir d'organiser le monde, le pouvoir de lui donner sens, en fin de compte. Donc, dans la mesure où l'école est cette institution dans laquelle nous acquérons des savoirs, évidemment, il n'y a pas que l'école qui est un lieu de transmission des savoirs, hein, et certainement pas aujourd'hui, vu la concurrence que peuvent lui faire tous les réseaux sociaux, les médias, sous toutes leurs formes. Donc, l'école, néanmoins, se situe à cette articulation entre le privé et le politique, entre le personnel et le collectif.
et jouent donc un rôle essentiel pour permettre de construire alors la citoyenneté, pour permettre de construire la citoyenneté en tant que possibilité pour chacun d'accéder à une parole qui a la même valeur que toutes les autres paroles et qui lui permet de déterminer ce qu'est le bien commun, qui lui permet de participer par sa propre expérience, à partir de sa propre expérience et à partir de sa propre vision des choses, à cette élaboration du bien commun ou à cette élaboration du vivre ensemble aussi tel qu'on le dénomme aujourd'hui. Donc, j'emploie le concept de citoyenneté au sens où Chantal Mouffe l'utilise, c'est-à-dire comme étant une clé d'articulation, la citoyenneté, une clé d'articulation entre les différentes positions du sujet. Et ceci me permet de revenir au genre, puisque le genre est le système, c'est un système, le genre, qui permet de définir une des dimensions de notre identité, à savoir l'identité de genre, qui permet de nous assigner ou de nous identifier à une catégorie qu'on va appeler homme ou femme, ou de nous assigner et de nous identifier à une catégorie autre, qu'on pourrait nommer transgenre, ou à une catégorie plus fluide qui serait non-binaire. En tout cas, il s'agit par le genre de organiser le monde social, où le monde social est organisé à partir du rapport social qu'on appelle le genre, et se combine avec d'autres dimensions des rapports sociaux, tels que celui de la classe, tel que celui de la race, comme on l'emploie en sociologie, c'est-à-dire l'origine ou l'appartenance ethnique ou l'appartenance ethnoculturelle. Là, il y a des débats sur le terme adéquat à utiliser, mais j'utiliserai race en ce qui me concerne, puisque là, je me réfère à ce que Colette Guillaumin, une sociologue féministe, a dit à ce sujet. Elle disait tant qu'il y a du racisme, eh bien, il y a de la race. C'est-à-dire que cette notion de distinction et de hiérarchisation de valeurs entre différents groupes sociaux à partir de leur origine est toujours opérante. Alors, nous nous trouvons là avec trois dimensions de structuration du monde social qui sont donc la classe, la race et le genre, et qui se combinent mutuellement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas et jamais que des femmes ou que des hommes. Nous ne sommes pas non plus que appartenant à une classe favorisée ou à une classe populaire, de même que nous ne sommes pas seulement que des blancs ou des personnes non blanches, ou que des arabes, ou que des juifs, ou que des chrétiens, voilà. C'est-à-dire que toutes ces dimensions se combinent, et c'est en ça que la définition de Chantal Mouffe est vraiment intéressante, c'est-à-dire que la citoyenneté, c'est la clé d'articulation de ces différentes positions. Alors, elle parle de position parce qu'effectivement, le rapport social nous contraint à occuper une position. Ce n'est pas quelque chose que nous avons choisi. Nous n'avons pas déterminé de naître dans tel milieu, à telle époque, ni non plus avec tel sexe. Hein. Donc, il y a une dimension déterministe, on peut dire, dans le fait d'être assigné à tel ou tel endroit des rapports sociaux. Mais tout l'enjeu du travail qu'on peut mener alors à l'école, mais pas seulement à l'école, dans tout espace qui se préoccupe de l'émancipation, c'est effectivement d'opérer un déplacement de la position, qui est quelque chose sur quoi nous n'avons pas de pouvoir, hein, à un positionnement. C'est-à-dire, qu'allons-nous faire de ce que l'on a fait de nous, en quelque sorte? Qu'allons-nous faire comment allons-nous évoluer dans ces places où nous sommes assignés et comment allons-nous accroître nos marges de pouvoir, nos marges de manœuvre pour pouvoir développer, pour pouvoir réaliser tout le potentiel que nous avons en tant qu'être humain. Alors voilà, pour situer un peu le cadre général, je reviens à la notion de genre, puisque c'est une notion qui peut être, qui a été et qui est toujours l'objet de polémiques et de controverses dans l'espace scolaire. Pour ça, je ne vais pas le développer, mais souvenez-vous de la polémique qui a eu lieu au moment des ABCD de l'égalité. Et donc, je vous projette une dia qui permet de bien définir ce qu'on entend, non pas là par le système de genre, mais par sa production, c'est-à-dire par les identités produites par ce système. Alors, je vais essayer de le mettre en grande diapo. Voilà. Donc, pour comprendre la diversité sexuelle et l'identité de genre, il faut pouvoir combiner en fait 4 dimensions qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, évidemment. Mais je projette cette dia parce qu'elle me semble intéressante pour situer que nous ne sommes pas dans un système dichotomique pour chacune de ces dimensions. Nous sommes dans une logique de linéarité entre des polarités.
Par exemple, en ce qui concerne l'identité de genre, c'est-à-dire le fait d'être assigné à la catégorie homme ou à la catégorie femme, eh bien, il y a un continuum qui, dans sa position médiane, pourrait être constitué par ce qu'on appelle une position transgenre ou une position non binaire, c'est-à-dire une position qui ne se réduit pas à être enfermée dans l'une des deux places auxquelles nous sommes assignés. En ce qui concerne l'expression de genre, donc l'identité de genre serait quelque chose qui a à voir avec notre psychisme, hein, la manière dont nous nous percevons par rapport à cette injonction qui nous est faite, hein, de nous reconnaître plutôt comme homme ou plutôt comme femme. L'expression de genre, quant à elle, concerne ce qu'on donne à voir de notre identité de genre, la manière dont nous la mettons en scène, la manière dont nous la performons. Donc, elle concerne toute notre apparence, tous les signaux qu'on peut envoyer vers autrui pour signifier voilà ce que je suis relativement à mon identité de genre. Ok, donc j'arrive à la fin de cette première séquence, c'est hyper rapide. Je conclue tout de même sur la dia, donc l'orientation sexuelle qui se situe entre le pôle de l'hétérosexualité et le pôle de l'homosexualité, mais qui, là aussi, peut correspondre à toutes sortes de places variables et de configurations qui peuvent être mouvantes au cours de la vie et qui peuvent évoluer. Et puis enfin, le sexe biologique qui semblerait être fixe autour de deux positions qui seraient l'une un sexe féminin et l'autre un sexe masculin, mais dont la position de personnes qui sont intersexuées nous montre à voir du point de vue de la biologie que ce n'est pas du tout aussi simple que cela en a l'air. Donc je ne peux pas développer plus loin là-dessus, mais simplement cette dia pour montrer en quoi le genre participe de la définition de nos identités d'une part, nous permet de nous identifier d'autre part, et plutôt que d'être dans des logiques dichotomiques, nous sommes dans des logiques dans lesquelles il peut y avoir de la fluidité, et c'est l'un des enjeux justement théorisés en particulier par les études queer et les études LGBT, que de montrer ces passages hein, de polarité, d'une polarité à l'autre ou de circulation entre ces différentes notions. Je vais devoir m'arrêter tout de suite puisque vous me l'avez demandé, Marie-Rose, et donc oui. Mais oui, prendre en compte des questions qui peuvent remonter à cette étape. Alors, oui. Alors, une question vient d'arriver. Que pensez-vous des programmes de développement affectif et social? Pensez-vous que les enseignants devraient être formés à cela? Ou du moins, devrait-on pouvoir développer des projets de ce type dans nos classes? Alors, je pense que c'est une question beaucoup plus générale. Oui. Et Alors là, il est question des programmes et des contenus, oui. d'accord. La perspective que j'adopte, elle est davantage de s'intéresser à la manière dont nous-mêmes, en tant que protagonistes de l'école, bon, moi je ne m'y situe pas, je ne suis pas membre de l'éducation nationale, je fais des recherches sur l'éducation nationale, mais néanmoins, en tant que protagoniste de l'école, comment est-ce que soi-même, en tant qu'acteur et actrice, on participe soit à la fabrication du genre à l'école, soit à ouvrir des marges de manœuvre et des perspectives qui permettraient de le défaire par rapport au système. Alors, je m'excuse parce qu'il faut que j'enlève la dia. Oui, je reviens là sur la définition, donc je vais répondre tout à l'heure, hein, mais je reviens sur la définition du genre. Pardon. Alors, je suis confuse parce que je n'arrive pas à supprimer l'écran qui me masque ma définition. Voilà. Donc, tel que Joanne Scott, une historienne, l'a défini, le genre est un élément constitutif des relations sociales qui est fondé sur les différences perçues entre les sexes, et le genre est une façon première de signifier des rapports de pouvoir. Donc, ce qui m'importe, moi, ce n'est pas tellement ce qu'on peut faire en termes de contenu et de propositions aux élèves. Je vous donnerai des éléments dans la troisième partie de mon intervention à cet égard, mais surtout, je considère qu'il y a déjà de très bons répertoires d'activités, de contenus, etc., qui existent hein, et qui peuvent être mobilisés pour travailler avec les élèves. Donc, je voudrais axer mon propos plutôt sur la manière dont nous sommes amenés à nous interroger sur nos propres regards. Sur la manière dont nous percevons le monde
et sur la manière dont, à partir de nos positions respectives d'hommes ou de femmes qui nous sont assignées effectivement par le monde social, eh bien, nous participons à ces rapports de pouvoir. Comment nous sommes traversés par eux et comment nous pouvons effectivement soit les reproduire et les maintenir tels qu'ils sont, soit au contraire agir sur leur transformation. Il faut savoir aussi alors, à cette étape ce qu'on entend par pouvoir. Et pour ce faire, je vais mobiliser la définition aussi qu'en fait Foucault, qui en fait une définition très minimaliste finalement. Hein. Il dit que le pouvoir est une action sur des actions. C'est le fait de rendre possible autre chose. Donc si on retient ça comme définition, il s'agit de voir comment dans l'espace scolaire, c'est-à-dire dans l'espace de votre salle de classe, hein, qui est le lieu premier où s'exerce votre pouvoir, comment vous en usez et comment vous en usez au regard de ce rapport social qu'est le genre. Hein. Donc, le genre, c'est pas seulement quelque chose qui est le pouvoir, c'est pas seulement quelque chose à entendre sur le plan de la répression, de l'interdiction ou de l'empêchement, mais aussi sur le plan de sa productivité, c'est-à-dire qu'est-ce que ça rend possible, qu'est-ce que ça soutient, qu'est-ce que ça mobilise, qu'est-ce que ça permet de développer, de créer, etc. Et donc, si dans la salle de classe, les enseignants disposent de pouvoir, comment, à travers quel dispositif, à travers quel geste, à travers quel acte finalement de leur quotidien, de l'exercice de leur professionnalité, sont-ils en mesure d'agir pour la transformation de ces rapports de pouvoir, hein. C'est un peu ça la question. Et donc, ce qui est premier dans cette démarche, c'est de prendre conscience, j'y reviens, donc c'est d'être dans une posture réflexive sur soi-même pour pouvoir comprendre comment on a été constitué nous-mêmes dans ces logiciels, dans ces matrices, hein, qui déterminent ce qu'est pour nous être un homme, être une femme. Alors, ce n'est pas une hypothèse, hein, je peux vous le dire qu'à travers les enquêtes que j'ai pu mener dans les écoles, nombreux et nombreuses sont celles qui n'ont pas conscience effectivement Oui. de cette imprégnation. Hein. Et donc, cette imprégnation va les conduire à entendre ou à voir des choses, ou au contraire à ne pas entendre et à ne pas voir certaines choses. C'est d'ailleurs là l'une des difficultés à laquelle on se trouve confronté, parce que ce qu'on peut constater qui est problématique dans les écoles, ce n'est pas forcément ce qu'on fait, c'est peut-être davantage ce qu'on ne fait pas. Or, il est difficile de travailler sur quelque chose qui n'est pas visible, hein, qui est difficilement perceptible. Donc, on est obligé de passer par des outils qui vont rendre explicite ce qui la plupart du temps est implicite et qui permettent de visibiliser ce qui est considéré comme allant tellement de l'ordre de l'évidence, hein, ou de la nature, ou dont on peut dire que c'est naturalisé en fait, hein, que ça ne supporte plus d'être questionné. Alors j'ai entendu un commentaire là, mais je n'arrive pas à enlever mon PowerPoint et du coup... Ah non, non. Ah non, d'accord, parce que je ne vous vois plus. Je ne sais pas si vous interveniez, Marie-Rose. Non? Oui, non, non. Du coup, une question, cette question qui est par rapport Oui. au recrutement des enseignants. Est-ce que le fait qu'en école maternelle, par exemple, on est 95% de femmes, Oui. ça entraîne des postures et des éléments qui sont, que vous avez pu mesurer par rapport à des hommes en maternelle? Il y en a très peu, mais est-ce que vous avez pu observer? Oui. Alors, les terrains dans lesquels j'ai enquêté n'ont pas été la maternelle en ce qui me concerne. Hein. J'ai travaillé surtout sur le collège. Mais ce qu'on sait de la sociologie des enseignantes, et ça ne concerne pas que la maternelle, hein, la sociologie des enseignantes, effectivement, nous montre que, premièrement, la moitié des enseignants sont eux-mêmes issus de familles enseignantes, et qu'un des facteurs et un des éléments qui va rentrer dans le choix de la profession enseignante pour nombre de femmes, c'est justement une question d'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et que ce faisant, elles s'inscrivent d'une certaine manière dans un ordre du genre qui semble posé comme naturel. Hein.
que adopter une perspective critique ensuite sur le genre les amène à reconsidérer leurs propres choix de vie, hein, des choix de vie qui peuvent passer par le choix de carrière, mais aussi le choix d'avoir une famille, le choix d'être en couple, toutes ces dimensions. Ce qui peut être ensuite un obstacle pour pouvoir s'approprier la question, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question professionnelle, il s'agit d'une question qui va vous renvoyer à différents pans de votre vie qui sont évidemment qui ressortent du domaine privé, mais qui conditionnent ensuite le regard que vous portez sur vous-même par rapport à ces choix, qui va conditionner la manière dont vous allez rentrer dans une perspective critique par rapport à cette question. Voilà, donc pour maintenant répondre à la question de la présence majoritaire des femmes à l'école maternelle, je pense qu'il est évidemment souhaitable que, où que ce soit, la mixité soit effective. Nous avons des explications pour comprendre pour quelles raisons ce sont surtout des femmes et peu d'hommes, à commencer par le fait que dans l'ordre scolaire, hein, il y a une hiérarchie de valeurs par rapport à enseigner à des petits-enfants, par rapport à enseigner à l'université. Et on va retrouver cette hiérarchie de valeurs, évidemment, dans l'allocation de place dans le système scolaire, plutôt à des femmes ou plutôt à des hommes, selon qu'on est en maternelle ou selon qu'on est professeur à l'université. Hein. Donc là, on est dans une question qui concerne ce qu'on appelle la ségrégation verticale du monde du travail, c'est-à-dire que plus nous sommes dans des positions qui sont prestigieuses ou qui sont source ou qui sont rémunératrices aussi, eh bien, plus on va trouver des hommes et moins on va trouver des femmes. Donc, le deuxième élément de réponse peut-être à la question, puisqu'il s'agissait de savoir si ça a une incidence ensuite sur le comportement des élèves, des enfants, évidemment que ça en a une, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de neutre dans le fait d'être en permanence avec des enseignantes, comme il n'y a rien de neutre dans le fait d'évoluer dans un milieu mixte, et il n'y a rien de neutre non plus dans le fait d'évoluer dans un environnement qui serait essentiellement masculin. À chaque fois, c'est coloré par le genre. Donc, je n'y mets pas de jugement de valeur, hein, c'est uniquement des constats qui permettent de distinguer que ça produira des effets différents, nécessairement. Le fait d'être des femmes, principalement, ne suppose pas non plus que les valeurs qui vont être véhiculées seront des valeurs nécessairement d'émancipation en faveur des femmes ou des valeurs éducatives dans lesquelles on va avoir un souci particulier concernant l'égalité entre les filles et les garçons et les hommes et les femmes. Parce que pour avoir une sensibilité particulière à cette question, il faut justement passer de ce que j'appelais la position tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'être une femme, hein, au positionnement. Et le positionnement, c'est la distance critique qu'on a par rapport à cette position et ce qu'on peut en faire ensuite, je dirais, en tant que sujet politique, en tant que citoyenne, hein, inscrite dans un espace politique. Et du coup, à cet égard, comment je me positionne? Est-ce que j'ai envie, par mon action, alors là, mon action professionnelle, mais mon action professionnelle, elle participe de ma citoyenneté, hein. Est-ce que j'ai envie de faire en sorte que le système dans lequel nous évoluons se reproduit à l'identique dans le système dans lequel grandiront les enfants, celui qui adviendra, hein, ou est-ce que par mon action, je souhaite ou je veux ou je peux introduire un changement qui va leur permettre d'accroître finalement leur espace de possible. C'est ça l'enjeu, hein, c'est d'ouvrir les possibles et de ne plus grandir. Alors là, je cite oui, c'est une situation qu'a faite Margaret Mead, qui était anthropologue dans les années 30 et qui disait qu'à élever les enfants comme nous le faisons. Alors, elle l'a dit dans les années 30, mais c'est encore valable, je pense, en 2021 bientôt. À élever les enfants comme nous le faisons, nous les privons de 50% du potentiel de l'humanité. C'est-à-dire qu'à renforcer certaines tâches, certaines activités, un certain rapport au monde du côté des filles qui va valoriser tout ce qui est lié aux soins à autrui, à l'attention, à l'empathie, ce qui sont des choses absolument remarquables et nécessaires, hein, mais à valoriser surtout ça au détriment de la prise de risque, du courage, de l'affirmation de soi, etc., eh bien, on les prive effectivement d'une partie de leur potentiel d'humanité. Et de même, en encourageant les garçons surtout à développer ce qui est de l'ordre de la performance, de la conquête, de l'exploration, de la création, de la maîtrise, du contrôle, etc.,
de la distance aussi par rapport à leurs émotions négatives, eh bien, eux aussi, on les prive d'une partie de leur potentiel d'humanité. Voilà, donc l'enjeu, c'est vraiment celui de l'ouverture des possibles pour pouvoir finalement advenir dans toutes nos dimensions d'être humain. Donc remettre en cause le genre, c'est ça. Hein. C'est ne plus consentir à la division qui s'appuie sur la division sexuelle. Mais la division sexuelle en tant que telle ne signifie rien. Elle est réinterprétée par le monde social, par nos cultures, de manière diverse selon les espaces où on se trouve. Hein. Et elle donne sens et signification à nos identités. Vous avez dit que ça n'était pas tant ce que les enseignants font, mais plutôt ce qu'ils et elles ne font pas. Est-ce que vous avez des exemples? Oui, ben en fait, c'est ce qu'il et elle ne voient pas. Hein. C'est-à-dire, Ils ne voient pas. oui, ne font pas parce qu'ils ne le voient pas. C'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas sur des éléments qui, en fait, permettent au genre de se déployer parce que ce sont des éléments qui sont tellement intégrés comme étant de l'ordre de la norme, hein, ce qui est normal, ce qui est souhaitable, ce qui est désirable, qu'on ne va pas le questionner. Alors, je vous donne un exemple. Évidemment, quand on parle du genre, on parle aussi de la question de la diversité des sexualités. Le système de genre tel qu'il se déploie aujourd'hui dans notre société, il est associé à une injonction à l'hétérosexualité. Hein. C'est-à-dire, il y a des hommes et il y a des femmes, les hommes désirent les femmes et les femmes désirent les hommes. Voilà ce qui est posé comme la norme. Et on va le retrouver, par exemple, dans les manuels scolaires qui sont utilisés à l'école, dans le fait de ne mettre en scène dans des images, par exemple, des représentations, des histoires, que des couples hétérosexuels. Très majoritairement des couples hétérosexuels. Il est extrêmement rare qu'on voit dans un manuel ou un ouvrage de littérature jeunesse, à moins qu'effectivement l'enseignant ait fait une démarche consciente à cet égard, hein, une autre manière de représenter le couple, une autre manière de représenter l'amour. Voilà, pour donner un exemple. Hein. Et donc, quand un enseignant est en train de raconter une histoire à ses élèves à l'école maternelle et qui raconte une histoire dans laquelle il y a des amoureux et des amoureuses, habituellement, il ne se pose pas la question de se demander bah tiens, pourquoi ne montrerait-on pas un couple qui vivrait une relation sur un autre mode. Voilà. Hein. Donc, quand je dis que c'est plutôt des choses qu'on ne voit pas, c'est ça. Une question de Pascal, ou une réflexion plutôt. J'ai des élèves filles qui aident les garçons à attacher leurs chaussures. J'y vois un comportement genre qui me désespère. Qu'en pensez-vous? Oui, alors c'est un bon exemple. Hein. Alors là, Oui, Pascal est conscient, c'est-à-dire qu'il se rend compte c'est une que femme. les filles sont... Ah bon, Pascal, ok. C'est pas grave. Mm. Que les filles sont socialisées dans une injonction à s'occuper des autres, hein, à les aider, à leur faire plaisir, à répondre à leurs attentes, etc. Et que Pascal le voit et du coup, elle peut, à travers ses actes quotidiens dans les interactions qu'elle a les filles, ben, les amener peut-être à se préoccuper aussi de leur intérêt à elles, c'est-à-dire de ce dont elles ont besoin d'elles et de ce dont elles ont besoin elles et d'exprimer leurs besoins auprès des autres éventuellement. Voilà aussi peut-être quelque chose à quoi on ne pense pas. Comment on va encourager les filles à dire que elles aussi, elles aimeraient qu'on réponde à leurs besoins ou à s'affirmer et à dire voilà ce que je souhaiterais. Là, je vais vous donner aussi enfin, c'est une anecdote pour le coup parce que ça apparaît pas dans mes travaux de recherche, mais je suis beaucoup intervenue en établissement scolaire et j'ai été surprise en travaillant avec les élèves de 6e, comment, alors qu'il s'agissait de répondre à une question qui était dans un questionnaire pour renforcer l'estime de soi, hein. Donc cette question, c'était de repérer quelle était sa qualité principale. Et j'ai été très surprise de me rendre compte que le même mot revenait systématiquement dans le discours des filles pour qualifier leur qualité principale. Alors, je vous pose la question et vous ne pourrez pas me répondre en direct, mais je vous pose quand même la question de savoir quel est le mot qu'employaient des filles de 11 ans, 12 ans pour dire quelle était leur principale qualité. Et puis voilà, je vous laisse le temps de réfléchir et je vous donne la réponse. Donc, dans 80% des cas, elles ont répondu gentil. Dans 80% des cas. Parce que face à cette récurrence, on s'est mise avec mes collègues à faire des statistiques et ça a été le résultat final au bout de l'année scolaire. Hein. Donc, très, très jeune, voilà, les filles se perçoivent comme étant valables
ayant de la valeur aux yeux des autres, hein, étant appréciables par les autres parce qu'elles sont gentilles. Alors, ce n'est pas que c'est mal en soi, mais c'est à mettre au regard de la manière dont les garçons se perçoivent eux-mêmes. Alors, à la question combien de fois les garçons ont évoqué le mot gentil ou gentillesse pour se qualifier, ben, la réponse est 0. Dans aucun des questionnaires que nous avons recueillis, cette réponse n'apparaissait. Par contre, puisque j'ai vu que c'était une question, les garçons, dans leur perception d'eux-mêmes par rapport à leur qualité principale, répondaient dans un premier temps maths ou bien foot. Et il fallait faire un travail avec eux pour leur dire que maths et foot n'étaient pas des qualités. Donc il y avait déjà un premier temps d'appropriation, de réflexivité sur ce que je suis, hein, c'est-à-dire pas ce que je fais, mais ce que je suis. Et là aussi, hein, on a un clivage entre les filles qui vont parler de ce qu'elles sont et les garçons de ce qu'ils font. Bon. Et idem, les enseignants dans leur interaction vont interroger les filles sur ce qu'elles sont ou sur leur apparence et vont interroger les garçons sur ce qu'ils font. Vous voyez, c'est ces micro-interactions qui contribuent à la fabrication du genre par leur répétition permanente. Donc pour finir de répondre à la question de tout à l'heure, la qualité que s'attribuaient les garçons, c'était d'être cool, d'avoir le sens de l'humour, d'être populaire, voilà, de ne pas se prendre la tête. C'était ces expressions qui revenaient le plus fréquemment. Ce n'était pas d'être fort, hein, puisque ça avait été votre hypothèse, c'était surtout voilà, autour du registre je ne me prends pas la tête. Hein. Et ça aussi, c'est à questionner, vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire pas se prendre la tête? Ben, ça veut dire je ne me pose pas de questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour un garçon d'envisager que c'est une qualité de ne pas se poser de questions? Hein. Donc, Là, oui. si je peux me permettre, il y a de nombreuses questions, hein, donc j'essaye en même temps de regarder ce qui est récurrent. On a une question d'une collègue qui demande, alors je ne vois pas complètement, c'est ça qui est embêtant, sur ce qui se passe dans la cour de récréation, hein, Oui. ce qu'on peut y observer. Une question sur quels albums de jeunesse. Vous aurez des réponses dans la troisième partie sur les ressources. D'ailleurs, avec mon intervention, normalement, j'ai demandé que soit envoyée une liste. J'ai fait un PDF avec une bibliographie avec des ressources. Et puis une question qui me semble très intéressante, c'est vers quel âge l'enfant se définit lui-même par un genre? Et est-ce que l'étude qui a été publiée en janvier, qui révèle que les enfants associent la notion de pouvoir à la figure masculine dès 4 ans, ça n'est pas à mettre en lien? Oui, tout à fait. En tout cas, il y a deux choses à voir hein, sur le sujet. Alors la première, c'est que le genre est instable pour les enfants jusqu'à l'âge de 6-7 ans. C'est-à-dire qu'ils peuvent se percevoir comme fille ou comme garçon. Selon les circonstances, c'est un peu instable. Hein. C'est-à-dire que la stabilité de genre, de dire je suis une fille, je suis un garçon, ça intervient seulement vers 6-7 ans. Par contre, on a pu identifier que dès l'âge de 18 mois, les enfants ont une conscience de ce que les adultes projettent sur eux et du comportement qu'il leur faut adopter pour répondre aux attentes des adultes. Alors, on a pu identifier ça à travers des expériences dans lesquelles des enfants étaient amenés à jouer avec tout un panel de jouets. Alors, vous savez que les jouets sont fortement genrés pour le coup. Hein. Donc, on avait la poupée, la dinette, le fer à repasser, la brosse à cheveux, les perles, etc. Et puis, on avait le camion, les voitures, le pistolet, voilà. Les enfants étaient évidemment un groupe mixte, autant de garçons que de filles, qui jouent avec tous les jouets et ils sont observés derrière une glace sans teint par les chercheurs. Quand les enfants jouent entre eux, il n'y a pas moyen de distinguer de choix préférentiel pour un jouet plutôt qu'un autre. Ils jouent à tout et les garçons jouent à tout et les filles jouent à tout. Pas moyen de distinguer une régularité. Par contre, à partir de l'âge de 18 mois, à partir du moment où un adulte rentre dans la pièce, les enfants vont sélectionner les jeux à partir des normes de genre. C'est-à-dire qu'à l'âge de 18 mois, les enfants, que cet adulte soit un homme ou une femme, peu importe, hein, mais ils ont déjà une conscience des attentes que les adultes vont avoir à leur encontre et ils vont adopter un comportement qui est un comportement de réponse pour correspondre aux attentes de l'adulte. Hein. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'imaginer ce que l'autre pense pour eux. Et puis, les enfants étant par définition vulnérables, c'est-à-dire dans un contexte dans lequel
pour survivre, on est dépendant de l'adulte, eh bien, on va adopter le comportement qui va lui faire plaisir. Hein. Donc voilà, 18 mois, les enfants ont déjà des comportements genrés qui ensuite vont effectivement soit s'amplifier, soit être déstabilisés par rapport à la dichotomie. Ce qui importe, c'est de ne pas leur permettre, en quelque sorte, hein, c'est ça l'enjeu, de ne pas rentrer dans la binarité, c'est-à-dire où c'est l'un ou c'est l'autre, mais de pouvoir expérimenter des situations, des expériences dans lesquelles on est amené à investir des espaces, à faire des activités, à avoir des intérêts qui sont codés socialement, plutôt masculins, plutôt féminins. Hein. Donc de leur offrir toute la gamme des possibilités. Alors ça, pour le coup, vous verrez là dans les ressources que je vous propose, il y a un ouvrage que vous connaissez peut-être au SNUIP, puisque c'est Gaël Pasquier, Fanny Gallo et Oui. Naïma Ankaïdrissi qui l'ont écrit. Hein. Donc, enseigner l'égalité à l'école. Vous verrez là tout un ensemble de supports et d'activités et puis de cours hein, même qui permettent de travailler la question avec les élèves. Mais moi, je reviens sur mon propos qui était plutôt de travailler sur le regard, c'est-à-dire quelles sont les perceptions qu'ont les enseignants et les enseignantes et de quelle manière eux et elles-mêmes mobilisent des grilles de lecture et d'analyse du genre. Et pour ce faire, je vais passer, bon, ou alors peut-être que je prends des questions d'abord. Allez-y, on fera un tour. Tout à l'heure, d'accord. Il y a beaucoup de remarques, de témoignages en fait, hein, D'accord. de collègues qui disent effectivement, je peux vous en lire quelques-uns. Oui. Donc, je suis une femme professeure des écoles ayant enseigné en REP. Je me suis toujours demandé comment prendre en compte les besoins des garçons dans ma pratique professionnelle et la modifier afin de leur permettre d'entrer dans les apprentissages en élémentaire. En effet, ce sont essentiellement les garçons qui sont en difficulté à l'école élémentaire, en REP+, voire en rupture avec le système scolaire, Oui. alors que les filles du même milieu sont plus scolaires. Le paradoxe étant cependant que les garçons réussissent au final bien mieux dans leur scolarité à long terme. Oui. Voilà, sur les albums aussi, oui, non. En m'observant, une collègue, Cathy, qui dit en m'observant agir, parler dans mon groupe classe, en récréation, me pensant très respectueuse des genres, j'ai noté notamment que pour aider un enfant, je faisais souvent appel aux filles avec des petits points. Voilà. Voilà. Donc, vous Ce voyez, sont des choses qui interrogent. Voilà. voilà. Alors, ce sont des interactions auxquelles on ne peut pas échapper. Hein. C'est-à-dire, nous avons grandi dans cette société, qui est une société normative selon le genre, qui attribue des caractéristiques et des attitudes à chacun en fonction du sexe anatomique dans lequel il est né. Donc, nous sommes imprégnés de ces références qui conditionnent notre comportement. Les travaux de la psychologie sociale nous ont montré comment les stéréotypes sont à la fois prescriptifs, hein, normatifs, descriptifs et prohibitifs. C'est-à-dire qu'ils nous enjoignent à faire des choses ou ils nous empêchent d'en faire d'autres sans qu'on en ait conscience. Parce que le stéréotype, il a une fonction d'économie cognitive, c'est-à-dire il nous permet d'aborder une situation, à plus forte raison quand on est dans un contexte où il y a du stress, hein, où il faut faire rapidement, où il y a de la pression. À ce moment-là, on va mobiliser les stéréotypes pour analyser la situation et y répondre de la manière qui nous semble sur le moment la plus adéquate. Donc, on agit en pilotage automatique et on agit en pilotage automatique à partir de tous ces savoirs antérieurs qu'on a accumulés en nous sur ben voilà, ce qui est justifié, normal, comme réponse à apporter à tel type de situation. Donc, déconstruire les stéréotypes, ça prend énormément de temps. Hein. Il ne faut pas croire que de mener un atelier avec vos élèves de 4 heures sur une année scolaire va leur permettre quoi que ce soit. Ça ne permet rien du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que ça doit prendre place dans un ensemble bien plus conséquent. Et là où il y a un enjeu vraiment majeur pour vous qui êtes à l'école primaire, ce n'est pas tellement autour des activités que vous allez mener, qu'autour des interactions que vous allez avoir avec vos élèves filles et vos élèves garçons que les choses se jouent. Parce que ces interactions sont répétitives. Et comme Judith Butler, donc la théoricienne philosophe du genre, l'a montré, le genre se fabrique par la répétition. Il ne suffit pas qu'à un moment donné, on ait inscrit sur votre carte d'identité M ou F, hein, mais c'est la répétition d'interactions colorées par le genre, instruites par le genre, qui vont faire que des identités finalement sexuées se fabriquent. Hein.
Donc c'est à cet égard-là que vous pouvez, vous, en tant qu'enseignant, déstabiliser le genre et introduire quelque chose qui est de l'ordre d'une interrogation, d'une perplexité, d'ouvrir un espace de pensée possible. Alors peut-être qu'à l'école primaire, ce n'est pas tant l'espace de pensée possible que l'espace de pratique, hein, qui est important. Mais bon, l'un découle de l'autre de toute façon. Mais effectivement, de laisser entendre aux enfants que si on peut faire comme si, quand on est une fille, on peut aussi faire comme ça, parce que qu'on soit une fille ou qu'on soit un garçon, on peut aussi faire comme ça. Hein. Ce n'est pas uniquement parce qu'on est une fille qu'on fait comme ci, et un garçon qu'on fait comme ça. Donc c'est à chaque fois que cette frontière se matérialise dans une activité, un jeu, un discours, de la remettre en question. Mais encore faut-il effectivement le voir. La condition première, c'est de le voir. Donc, je voudrais revenir sur le témoignage tout à l'heure sur les garçons des classes populaires parce que je voulais vous montrer 2 verbatims. Donc, je reviens à l'écran partagé et du coup introduire aussi cette notion, ou poursuivre cette notion que j'ai introduite tout à l'heure pour montrer que le genre se colore et se combine avec les autres dimensions des rapports sociaux. On ne peut pas le penser indépendamment des autres dimensions. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous montrer un extrait d'entretien dans lequel... Oui, Marie-Rose? Oui, pour info, il nous reste 5 minutes. Oh là là, Ça c'est passe trop très, très rapide. vite. Oui, oui. Bon, alors, simplement, vous montrer la perception qu'a une enseignante des garçons de classe populaire. Et je commente ensuite. Hein, donc, je vais vous passer ce verbatim qui est là. Là. Oui, il est là. J'ai plusieurs fenêtres ouvertes. Voilà, donc c'est une enseignante de collège qui me décrit son collège. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes, mais on va s'intéresser à ce qu'elle dira des élèves de SECPA. Alors là, c'est pour ça, je crois que c'est vraiment le collège expérimental, c'est vraiment le collège cliché. Les enfants ne se connaissent même pas entre eux. Il y a les bilingues, les collégiens traditionnels, les SECPA, les Ulysse. C'est carrément les différentes castes sociales de la société qui se retrouvent dans le collège et il y a un mur entre chaque groupe. Alors, il y a le plus gros noyau, les collégiens. Et puis, c'est vrai que c'est triste à dire, mais il y a les SECPA qui sont un peu pris comme ça, voilà. C'est vrai que du coup, ils jouent aussi les gros durs, tout cela, parce qu'ils ont besoin de se donner de l'importance. Autrement, c'est les nuls, c'est les débiles, c'est ceux qui arrivent à rien faire. Bon, après, ils arrivent à se donner de la valeur à travers les ateliers, et là, ils paradent vraiment quand ils sont en bleu. Là, ils sont forts. Là, ils font quelque chose que les autres ne font pas. Et puis, il y a les bilingues au-dessus qui, quand même, il y a cette compétitivité, ce besoin d'être toujours meilleur que les autres. Ils ont une rage de réussir, les enfants de bilingues, et je pense qu'ils se mettent un peu à part des autres, quoi. Bon, alors pour commenter cette expression, c'est la perception d'une enseignante sur les catégories à l'œuvre dans son collège. Donc ce sont des catégories qui relèvent de l'ordre scolaire, vous voyez, hein, de la manière dont les élèves sont catégorisés à l'intérieur de ce collège. Ça ne veut pas dire que c'est identique dans tous les collèges, mais c'est présent dans celui-là. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle dit des SECPA, puisqu'elle dit ils jouent les gros durs, ils ont besoin de se donner de l'importance, parce que peut-être c'est une manière de compenser le stigmate. Ils ont un stigmate, les élèves de stigmate ont un stigmate. D'ailleurs, on parle d'eux en disant les SECPA, c'est-à-dire en parlant d'eux sous le signe qui les singularise. Hein. Et pour compenser effectivement cette place d'infériorisation qu'ils ont dans l'échelle hiérarchique du collège, eh bien, ils pourraient être amenés, c'est ce qu'elle nous dit, ils pourraient être amenés à renforcer les normes de genre de la masculinité hégémonique, c'est-à-dire jouer le rapport de pouvoir en montrant qu'on est les gros durs, que nous, voyez, on maîtrise et on est des ouvriers, etc. Donc, une forme de masculinité qui est associée aussi ou qui est valorisée dans la classe populaire pour justement rétablir quelque chose d'un équilibre par rapport à leur estime personnelle. Et donc, cette description est confirmée un autre verbatim, mais d'un enseignant du même collège, qui dit on retrouve aussi chez ces garçons le sentiment d'être nul, ça marque une dévalorisation de son image. Les élèves qui se mettent vraiment très en avant, comme ça, qui jouent les gros bras, qui vont essayer de s'imposer physiquement, ils n'ont pas confiance. Par ailleurs, ils essayent par ce biais-là de s'imposer dans un groupe d'une façon différente et d'amener peut-être d'autres valeurs. Donc, dans ce deuxième commentaire, on voit les mêmes logiques qui sont à l'œuvre.
Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis allée voir qui étaient les élèves de SECPA du collège. Hein. Or, ils ne correspondent pas à ce que nous présentent ces deux enseignants. Hein, on pourrait imaginer qu'à partir de leur discours, bien effectivement, ce soit des garçons qui soient balèzes, musclés, enfin voilà, qui jouent la performance de genre sur le mode, vous voyez, gros bras. Et en fait, pas du tout. Ce sont plutôt des élèves qui étaient incertains, pour certains chétifs, peut-être un peu grande gueule, mais qui ne correspondent pas à l'image. Donc, ce qui m'intéressait et pourquoi je souhaitais vous proposer ces extraits d'entretien, c'était pour montrer que très souvent, on va appliquer une grille de lecture qui utilise le genre pour définir quelque chose qui, en l'occurrence, relève de la classe sociale. Hein. C'est-à-dire, voilà comment on s'envisage, voilà comment on représente les garçons de la classe populaire. Mais ce n'est pas ce qu'on a sous les yeux. Sous les yeux, on a autre chose. Voyez. Donc, on utilise un filtre qui va, pour dire quelque chose des enfants, des garçons en tout cas de classe populaire, mobiliser le filtre du genre. Alors, j'aurai des cargaisons d'exemples du même type à vous citer, mais j'ai hélas pas le temps de le faire. Mais sachez que cette question de filtre est opérante tout le temps et elle est opérante pour vous aussi. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les filtres qu'on utilise dès lors qu'on essaye de décrire le réel qu'on a sous les yeux. Hein. Et ce n'est pas du jugement moral, il ne s'agit pas de vous inviter à regarder si vous faites bien ou si vous faites mal, il s'agit juste de vous inviter à regarder ce que vous faites, point. Hein. Et de prendre conscience de ces perceptions et de ces représentations pour ensuite être en mesure de les déconstruire et d'agir dans le sens d'une plus grande ouverture des possibles pour vos élèves. Parce qu'effectivement, selon la manière dont vous les voyez, vous allez interagir différemment avec eux. Je m'arrête là pour reprendre une salle de questions, peut-être. Oui. Alors, des questions. On a plutôt des réactions, mais des questions précisément. Oui, ce sont plutôt des remarques et des réactions pour vous remercier du coup, Joël, pour voilà. toute l'intégralité de cette présentation. Vous retrouverez en commentaire de la page Facebook, vous avez les différentes ressources et références dont vous avez pu parler. Vous trouvez également, pour celles et ceux qui sont spectateurs et spectatrices de ce webinaire, dans les discussions, ces références qui sont donc maintenant en ligne. Et du coup, voilà, ça va être la fin de cette conférence. On vous remercie encore Joël et Marie-Rose pour… Dans la conversation, beaucoup de remerciements. Voilà. Merci, mais du coup, vous me dites que c'est terminé, je ne peux plus rien ajouter. Parce que écoutez, je pense que… non, mais Julien Ah bah si, bien évidemment possible de conclure. C'était… Voilà. D'accord. Alors oui, alors vous voyez, je vais le faire au pas de course, mais j'ai listé un peu ce sur quoi vous pouviez agir justement à partir de la question qu'est-ce que je peux faire quand je suis un enseignant à l'école primaire, hein. Et du coup, j'ai identifié 3 échelles de possibilités d'action. Une qui concerne soi-même, donc ça concerne la posture réflexive et je l'ai déjà développée avant, donc je ne développe. Mais ça passe par la formation, acquérir les outils conceptuels, les outils intellectuel, penser la question. Je sais que vous n'avez pas de dispositif de formation adéquat. Du coup, ça passe aussi par la création de solidarité, d'alliance, d'un collectif au sein de vos établissements pour vous retrouver à 2 ou à 3. Mon expérience, c'est qu'il suffit d'être à 2 ou à 3 avec un questionnement, avec une volonté, avec une motivation commune pour induire quelque chose d'une dynamique au sein de l'établissement. Il n'y a pas besoin d'attendre que tout le monde pense la même chose pour s'y mettre. Voilà. Donc ça, c'est un élément important, pouvoir s'entraider entre collègues pour être justement dans cette posture interrogative les uns par rapport aux autres. Ensuite, au niveau de la classe, eh bien, il s'agit davantage d'incarner le principe de l'égalité que de l'apprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut inculquer, c'est quelque chose qu'on doit vivre, hein. Donc, dans tous les dispositifs de la classe, c'est la vigilance à l'incarnation, effectivement, du principe d'égalité qui importe. Ça passe par la déconstruction des stéréotypes à chaque fois que vous en avez l'occasion dans les supports, dans les contenus qui, effectivement, sont androcentrés. Donc, là, vous verrez, hein, dans les références, je vous ai donné des ressources, notamment le Centre Hubertine Auclair, qui a publié des enquêtes là-dessus. C'est aussi utiliser des outils comme ceux de l'enquête. Vous pouvez demander à vos élèves d'observer eux-mêmes, de faire des constats,
de regarder dans la cour, de compter lors des prises de parole qui c'est qui parle, à quel rythme, pour combien de temps, etc. Voilà, là vous verrez qu'on peut aussi utiliser des outils comme des grilles d'analyse quantitative selon certains comportements. On peut voir où sont les filles, où sont les garçons, que font les filles, que font les garçons, mais vous pouvez demander à vos élèves de faire eux-mêmes ce type de travail et sur cette base, analyser et voir avec eux ce qu'il est possible de transformer. Et puis enfin, il y a l'école comme troisième échelle, c'est-à-dire l'école en tant qu'une micro-société, dans laquelle il y a à se questionner aussi sur l'organisation sexuée du travail, les divisions hiérarchisées des tâches, hein, qui occupe les tâches subalternes, qui occupe les tâches moins subalternes, hein, de direction, d'organisation, etc. Voilà, je m'arrête là, mais je vais finir tout de même par une phrase qui me plaît beaucoup, qui est que enseigner l'égalité entre les filles et les garçons à l'école, ce serait d'abord, me semble-t-il, apprendre le féminisme. Voilà, je conclus là-dessus. Merci beaucoup et désolé pour toute cette frustration qui est aussi la mienne dans cette fin de conférence. Bien. Eh bien, merci et puis à très bientôt. D'accord, au revoir. Au revoir. Au revoir.